Alors salut à tous, c'est Mister Kozo. Bienvenue dans Teach Me How to Rave, le podcast où l'on parle de musique électronique, culture club et tout ce qui se passe entre la cabine DJ et le dance floor. Pour ce tout premier épisode, je reçois quelqu'un que vous connaissez peut-être des soirées parisiennes, Ben Manson, DJ et aussi fondateur des soirées l'extrêmement techno qui ont lieu tous les mois au nouveau casino. On va faire un vrai bilan autour d'un moment important pour les 10 ans de LDMT, ce que ça représente, qu'est-ce qui a changé et comment on tient une vision pendant une décennie. Puis on va élargir l'évolution de la scène, le public, les lieux, les sonorités, la façon dont on découvre la musique aujourd'hui. Bref, on parle de tout ça, du présent, du passé et tout ce qui va arriver. Donc Ben, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Déjà, tu peux te présenter. Donc Ben Manson, DJ, producteur, orga de soirée, comme tu viens de le dire. Ça fait à peu près 30 ans que je mixe. Ça fait une quinzaine d'années que j'organise des soirées. Du Queen à l'époque, à aujourd'hui Les Dramas, qui au niveau casino tous les mois. D'accord, donc pour toi, comment tu résumerais ces 10 ans de LDMT ? Ça a beaucoup changé, ça a énormément changé. La musique s'est accélérée, le public a évolué aussi. Il y a eu une espèce de changement par rapport à la techno. En fait, quand on a commencé LDMT, il y avait un peu Possession et nous. En plus petit, nous, on a fait le choix de rester en petit. Dans le même club, tu veux dire, ou c'était... Alors déjà, ça a commencé dans le même club. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on oublie, mais Possession, ça a commencé au Gibus en septembre 2015, et nous, on a commencé au Gibus en octobre 2015. Et ça avait lieu, si je me souviens bien, la semaine, non ? Possession. Possession, je crois qu'ils faisaient ça le jeudi. C'était un peu cette procuration de tout ce qui est jeudi hockey, etc. C'était un peu cette trame à l'époque. Est-ce que tu te souviens du premier line-up de la première LDMT ? Oh oui. E-Make, je crois, le Marseillais, qui jouait beaucoup à Paris à l'époque, surtout aux After Rouge. Jewel Kid, qui était le boss du label Alleanza, qui vient de Malte, qui a changé de nom, puis qui aujourd'hui est revenu à ses premiers amours. Et moi, voilà. Super. Et parlons justement de tes débuts. Comment t'as commencé ? Donc moi, je sais après où t'as mixé, mais parle-nous un peu de comment t'as commencé, comment ça a débuté. En tant que DJ ? En tant que DJ. Alors c'est très marrant. J'ai commencé dans un sauna en mixant pour des afters. Et en fait, c'était un peu un gros rendez-vous de tous les orgas de Paris qui sortaient soit d'after, soit de soirée. Et en fait, c'est aussi là que ça m'a permis de tous les rencontrer, en petite tenue. Mais j'ai mixé pour eux pendant quelques années. Puis, en fait, c'est là que j'ai rencontré des orgas du Queen, entre autres. Et c'est ce qui m'a permis de commencer là. Et puis après, c'est enchaîné, mix, cab, etc. Donc du coup, à l'époque, le son, il était plus progressive, house. C'était un peu... C'était quelle année ? C'était... 98. Ouais, non, 97, 98. Le tout premier truc que j'ai fait, c'était un set pour la Fashion Week dans Paris. Et en fait, ça a été le début de tout. Et en effet, à l'époque, on jouait plus house, plus progressif. Il y avait des sons techno, mais beaucoup moins dur que... Beaucoup moins dur. C'est-à-dire que moi, le morceau révélation, c'est Coitus de Green Velvet. Ah ouais. Et en fait, qui reprend cette fameuse boucle de I Feel Love avec une nana qui fait des petites voix dessus, etc. C'était juste ouf, quoi. Donc, tu as vu la scène pas mal changer depuis que tu as commencé. Qu'est-ce qui a changé exactement ? Ça a vraiment beaucoup changé. Déjà, faut rappeler le début, c'est quand même 97. Donc, pour citer Homework des Daft Punk, c'est 98. Donc, en fait, c'est vraiment... Ouais. En fait, il n'y avait pas de... C'était un peu le début des musiques électroniques en France, quoi. Ça avait déjà commencé, il y avait eu plein de clubs, c'était plus... Ça surfait sur l'after disco, et là, on avait vraiment un nouveau son qui arrivait. Donc cette scène, elle était naissante. Il n'y avait pas à Paris, il y avait le Rex, il y avait le Queen, il y avait le Folies Pigalle, mais pas tellement plus de choses que ça. Voici, il y avait l'Enfer. Il y avait 4, 5, 6 clubs à Paris qui avaient vraiment une influence et où les gens sortaient, mais ils venaient de découvrir. En fait, c'était
En vrai, c'était juste le début, quoi, de tout ça. Et le public à l'époque devant lequel je mixais était en effet un public beaucoup plus gay, parce qu'en effet à l'époque, je pense que les clubs gays avaient cette force parce que c'était encore des endroits où je ne vais pas dire on allait se planquer parce que c'était pas vraiment le cas, mais en fait Plus pour se rassembler. c'était plus pour se rassembler. Voilà, c'était un peu un point de ralliement, et en fait les gens sortaient pour faire la fête, pour draguer aussi, il faut être tout à fait honnête. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les applications, donc on n'avait pas le choix de Mais sortir ça fait partie les applications font partie des choses qui ont changé la scène. Ah, complètement. Mais du coup, alors, cette évolution dans LDMT, ça a donné quoi pendant les 10 ans? Alors, au tout début de LDMT, déjà la musique a vraiment changé. C'est-à-dire que c'était un peu plus peak time, presque un peu de la tech house énervée, on va dire, au début. Et puis aujourd'hui, concrètement, on joue à 15 BPM de plus. Et en effet, ça cavale beaucoup plus. C'est beaucoup plus underground aujourd'hui que ça l'était à l'époque, même si j'aime bien de temps en temps passer un petit truc un peu très beaucoup commercial. Et du coup, sur 10 ans, c'est quoi ta façon pour justement se tenir aux actualités au niveau sonore, au niveau des DJ? Comment tu te tiens un peu informé sur l'évolution de la scène, sur les DJ qui arrivent, pour voir les nouveaux, pour voir... Parce que peut-être... Moi, j'ai un peu une passion. C'est de rencontrer des gens, déjà. Et en fait, quand les gens me disent qu'ils mixent un peu, m'intéresser vraiment à ce qu'ils font, écouter le public aussi, c'est super important. Mais en effet, sur des jeunes DJ, découvrir un peu ce qu'ils peuvent apporter, puis leur mettre des défis, en fait. C'est-à-dire je pense qu'il y a une petite dizaine de personnes à qui j'ai dit dans 3 mois, tu mixes à LDMT. Voilà, en mode genre, vas-y mon gars. Ouais, non, je crois que c'est un peu comme ça que je reste connecté. Après, en effet, connecté à la musique, je pense que je passe beaucoup de temps sur Beatport, entre autres, ou Bandcamp aujourd'hui, un peu plus. Et en effet, l'idée, c'est de toujours découvrir des choses, et puis voilà. Du coup, comment tu penses que tes line-up, c'est un peu sur la même base, ou comment tu t'inspires pour créer des line-up tous les mois avec des nouveaux DJ qui tournent? En vrai, ce côté un peu mise en avant, en fait, j'ai toujours un guest, souvent international, quoi, européen, qui va me mettre, dont je connais le mood, et puis j'essaie de le marier avec quelqu'un de la scène locale où ça match. Ça va de toi, qui nous a fait quelques petits warm-up en 10 ans, et puis plein de gens qui sont juste neufs sur la scène, quoi. Ok. Et donc, on va parler aussi d'un peu du nouveau casino, la salle qui accueille LDMT depuis 7 ans. Depuis la première était en 2017. 2017, voilà. Donc, pour toi, ça représente quoi, le nouveau casino? C'est un peu comme la maison? C'est carrément comme la maison. C'est comme la maison au point que maintenant, Technostérone, c'est là que je faisais le gym aussi. Technostérone vient d'y déménager. Là, il y a un nouveau concept qui arrive, un peu plus house, qui va être là-bas aussi. En fait, l'idée, c'est une salle de concert, donc le son est bon, l'équipe technique est bonne, les garçons qui gèrent ça depuis maintenant 2 ans nous accueillent tous les mois avec plaisir. Il y a une espèce de partage qui se fait automatiquement, et mettre vraiment à notre disposition un outil qui est vraiment super bien, quoi. Moi, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit plusieurs fois, mais déménager, prenez plus grand. Non. En fait, j'aime bien, moi, cette taille de club où tu as 400 personnes, où tu vois tout le monde, où les gens qui arrivent, les DJ qui arrivent de l'étranger la première fois continuent à me dire waouh. Parce que quand tu rentres là-dedans, c'est vrai que quand tu arrives devant le nouveau casino, vu qu'il y a une super coque acoustique, en fait, t'entends rien. Et puis tu as ce long couloir qui est un peu où est-ce que je vais, quoi. Et puis tu arrives là, et puis tu vois 400 personnes. Moi, j'adore cette salle. Surchauffées. Je trouve vraiment que c'est un bon compromis entre un bon son de système, comme un club, et en même temps, c'est à taille humaine. Du coup, ça reste quand même vachement... de manière, moi, je dirais pas familial, mais tu sais, c'est un peu... Ouais, mais si. Il y a des gens qui reviennent souvent. Tu sais, c'est un peu comme... tout le monde revient un peu comme à la maison, finalement. C'est clairement familial. Hein. C'est-à-dire que... Et puis, moi, ce qui compte surtout pour moi, c'est dans l'éventualité d'un problème,
que les gens sachent nous voir en fait et se dire tiens on va aller les voir, on est là à l'écoute tout le temps. Vu qu'on parle un peu de Nouveau Casino, tu peux nous parler un peu des gens qui sont un peu invisibles de la soirée, qui sont pas vraiment en avant, mais qui font partie de la soirée, qui la font fonctionner. Bon, je parle par exemple de Christophe, par exemple, Ouais, clairement. des physios, du bar, de la sécu, des gens qui sont au vestiaire, tous ceux qui font tourner la soirée qu'on voit pas en fait. C'est plein de personnes. Alors en effet, Christophe, mon mari, est vraiment celui qui est comment dire, caché derrière moi en fait, dans l'ombre, mais dont le travail est clairement une des clés de la soirée. Et concrètement, les Mort Techno marchent vraiment depuis qu'il est là. Après, il y a plein pas de petites mains, parce que je veux pas dire de petites mains, parce que c'est pas des petites mains, c'est des gens qui sont vraiment cruciaux. Ouais, qui sont indispensables à la soirée finalement. Moi, je dirais il y a Ayoub, qui est un peu notre ange, notre petit ange, qui tourne pendant toute la soirée et qui veille que tout le monde aille bien, en fait. T'as Johan, qui est notre physio maintenant depuis 4 ans, je crois. Quelque chose Ça comme passe trop vite, c'est horrible. Je crois que ça doit être à peu près ça. 3-4 ans, disons. Et qui, lui, a vraiment su gérer cette porte qui peut être compliquée, parce qu'en effet, au Bergkampf, ça peut être compliqué. Et qui trouve les mots toujours justes pour expliquer aux gens que ça va le faire ou ça va pas le faire. Augustin, qui est le chef sécu du Nouveau Casino depuis, je crois, 20 ans. C'est quelque chose comme ça, qui bosse au Nouveau Casino depuis plus de 20 ans, mais qui est chef sécu depuis quelques années, et qui, lui, en effet, a vraiment cette connaissance du quartier et cette gentillesse, et vraiment quelqu'un de pro jusqu'au bout des ongles, qui sera raccompagner toujours gentiment quelqu'un quelle que soit l'heure, il est toujours accueillant. Il est hyper accueillant, et puis s'il faut sortir quelqu'un, il le fera pas en mode comme beaucoup d'équipes de sécu, je m'excuserai l'expression, mais bourrin. Lui, ce sera amené délicatement dehors, et en fait, il y aura une explication derrière, et ça, pour moi, c'est super important. C'est quoi les critères pour rentrer à l'Est Drama? S'il y en a. Alors, je dirais qu'il y en a et qu'il n'y en a pas. On se veut soirée LGBTQIA+, mais pas que. En fait, moi, l'idée est de faire aussi découvrir une scène à d'autres gens. C'est-à-dire que, comme je te disais, on est à Oberkampf, donc une clientèle plutôt hétéro, bar, machin, qui sort souvent des bars qu'il y a dans ce quartier. Et en fait, ils arrivent sur une soirée, en effet, où il y a une clientèle LGBTQIA+. Et pour moi, ça fait partie un peu de notre taf d'orga, de prendre le temps, alors pas d'expliquer, mais d'informer, de faire que eux se sentent bien aussi, et qu'ils regardent pas cette clientèle-là comme ça me dégoûte. Moi, je trouve toujours qu'il y a souvent un super mélange et que ça se mélange super bien, justement. Ouais, qu'il n'y a pas de. Je crois que la magie se fait toute seule. Ouais, c'est ça, voilà. C'est comme le. Tu sais, souvent le côté appareil photo, etc. Il y a un peu cette vibe en ce moment qui est de lutter contre les appareils photo, les gens qui parlent, les machins, etc. Alors c'est mignon sur le. J'allais en parler juste après. Voilà. mais en vrai, quand tu regardes l'Est Drama Mort Techno, en fait, les gens ne filment pas. Oui, je pense que naturellement, en fait, ils font pas de photos, pas de vidéos. Il y a une espèce de partage entre des gens complètement différents. Avec des sexualités complètement différentes, avec des vies totalement différentes, et en fait, sans me la péter en mode Sudo 54, mais c'est vrai qu'on a de l'avocat à l'apprenti coiffeur, et tout ce qui se fait entre deux, de tous les niveaux sociaux, je pense, et que le mélange se fait, personne se juge en fait, et les gens qui jugent et qui peuvent râler, c'est arrivé. Alors c'était valable sur une clientèle gay ou sur une clientèle hétéro. Moi, je les ai raccompagnés à la porte en leur disant tiens, qui râlait sur quoi, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir une clientèle gay qui va te dire il y a trop de filles. Ok.
Bah, en fait, s'il y a trop de filles, moi j'estime pas qu'il y ait trop de filles. Je trouve qu'en fait, le mélange des genres et des gens, c'est ce qui fait la magie d'une soirée. Si t'es pas à l'aise par rapport à la présence de ces nanas, bah écoute, tiens, voilà ton entrée, rentre chez toi, vous trouvez votre Je soirée. reviens un peu en arrière quand tu as débuté. Je trouve qu'à l'époque, les gens se mélangeaient beaucoup plus facilement sans se poser de questions. Au Queen, oui, c'était majoritairement quand même masculin, mais je veux dire, il y avait quand même des filles qui étaient là et on se disait pas, ah, il y a des filles, par exemple. Oui, mais je pense que c'était le. Il y avait pas les réseaux, il y avait ce côté un peu genre. À l'époque, il y avait une recherche de normalisation Ok. par rapport à ce que c'était que d'être gay. Et je pense que ça a vraiment évolué. En fait, je trouve qu'en ce moment, on remet beaucoup les gens dans les boîtes. Et les gens, malgré ce qu'ils disent, comment dire, se mettent dans un. Aiment bien à nouveau se retrouver en. Quoi, je sais pas comment exprimer le truc. Entre cercles ou entre. Ouais, il y a un peu des boîtes qui se sont remis. Et, euh, et à l'époque, il y avait cette espèce de côté ouverture, hein, on y va et on se mélange. Et aujourd'hui, il y a un peu ce côté genre, on se retrouve dans des petites boîtes, on reste entre nous. Et ce que je trouve un peu dommage. Et ce que j'essaye, moi, de vraiment casser sur les dramas, en accueillant aussi bien des hétéros que des gays, que des lesbiennes, que tout ce qui peut être. Et du coup, t'en penses quoi, du coup, nos téléphones, nos photos, nos vidéos? Enfin, est-ce que c'est vraiment important, finalement? J'ai pas l'impression, en Alors, fait. moi, je trouve pas ça important. En fait, il y a un moment, en fait, Berghain, ok. Voilà. Mais en fait, on n'est pas le Berghain. Non, en fait, C'est une je pense que expérience, en c'est fait. vraiment, genre, peut-être valable sur des trucs où il y a des grosses têtes d'affiche où les gens, ils veulent peut-être plus faire des photos ou alors, tu sais, un peu le truc de la fame. Ouais, mais d'un autre. Parce que tu veux, là, les dramas, c'est pas qu'ils sont pas connus, mais c'est que c'est pas des gens qui sont dans un espèce de truc de vouloir être connus. Donc, il y a pas un délire de photos, tu vois, on n'est pas je sais pas Ouais, comment alors expliquer. après, on est quand même, comme moi, je sais que j'ai des photographes sur toutes mes soirées. Enfin, eux aussi, ils sont importants. Tu vois, on les avait Mais oubliés, ils sont dans l'ombre, mais c'est hyper important. C'est eux qui font un peu l'image. bah, c'est eux qui ont changé Ouais. aussi l'image, qui ont donné cette image que Drama aujourd'hui. Euh, non, je pense que c'est vraiment une question de, tu vois, avec les réseaux sociaux, il y a quand même ce côté genre image permanente, etc. Et en fait, la plupart de ces DJ font beaucoup de réseaux sociaux, et je trouve ça toujours marrant, en fait, de se retrouver sur des lieux qui disent pas de photos, pas de vidéos. Euh, voilà, je trouve ça indispensable au Berghain parce que c'est une expérience et que ça fait partie du truc. Je trouve que quoi, moi je le ferais pas. Je le ferais pas par exemple sur les dramas, alors que peux le faire ou inciter les gens à ne pas avoir leur téléphone sur Technostérone. Mais parce que c'est notre soirée, c'est un autre mood. Voilà. Bah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu des projets un petit peu à venir, s'il y a des choses qui vont se passer, même à l'étranger ou autre part? Qu'est-ce qui se passe? À l'étranger, il y a toujours beaucoup de choses qui se préparent. Euh, Pour toi et pour LDMT, hein, pour alors, les deux. Hein. pour LDMT, il va y avoir un début de date à l'international, donc ça c'est plutôt cool. Euh, comment dire, là à Paris, il va y avoir, donc il y a toujours, tous les mois, il y a toujours LDMT, le quatrième samedi du mois à peu près, au nouveau casino. Il y a Technocéron, qui est notre autre format, techno, queer, kinky, qui lui a lieu tous les 2 mois. Et en alternance, il va y avoir bientôt une soirée qui va s'appeler Sweat, euh, dont tu vas faire partie naturellement, parce que c'est un peu plus orienté à house. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à faire des choses de plus sympa, festif, vraiment happy dans le mood. Et, euh, et puis rappeler un peu cet élan de tout ce qui était la house music et ce que ça a apporté à la communauté et de réussir à recréer autre chose autour de ça. Et du coup, on va revenir un petit peu à toi. Quelle place elle a lui dans ta vie? J'ai l'impression que quand même ça fait partie de ta vie depuis tellement longtemps. C'est Bah, avant de mixer, en fait, je sortais. Donc, oui, je pense que ça doit ça a faire, toujours été ça là, doit faire quoi. 40 ans, ça doit faire 40 ans que je sors, quoi, que je suis dans la nuit. Pour moi, ça a toujours été un moment, un truc à part, en fait, un espace, un temps. Le temps passe pas de la même vitesse dès que
Dès que certaines lumières s'allument et que certaines heures sont passées. Quand tu as commencé à sortir, tu penses que c'était une envie de découvrir de la musique ou c'était plutôt une envie de se lâcher ou une envie de découvrir quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé au début quand tu En fait, as... c'était de la curiosité. Parce que moi, à la base, je faisais de la batterie, je faisais partie d'un groupe de punk. Voilà. On veut des photos. Non, on veut pas de photos. Il y a une photo de ça qui a disparu, et tant mieux. Non, non, je rigole. Non, en fait, moi, ma première vraie claque, c'était Scream. Tu me prends toutes mes questions. Hein. C'était ma suivante, c'est pas grave. Bon, j'ai pas eu les questions, promis. Non, ma première vraie claque, c'était Scream. En fait, quand j'ai commencé à travailler, il y a un responsable du Diable des Lombards où je travaillais, un restaurant, qui bossait aussi à Scream et qui m'a dit viens voir ce que c'est, etc. Petite parenthèse, pour ceux qui connaissent pas Scream, c'était une soirée mensuelle à l'Élysée-Montmartre, à Paris, qui invitait tous les mois un DJ international et qui en opening avait Freddy et David Guetta. voilà. Bon, il se faisait un peu huer. Oui, il se faisait un petit peu, mais franchement, il avait quand même les couilles de venir à chaque fois quand et tu vois la progression, après, c'est ça, voilà. On aime, on n'aime pas. Exactement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui on aime ou on n'aime pas. Il a quand même, tu vois, quelle carrière. Voilà, quelle carrière. Que du respect. Voilà. Donc, continue. Est-ce que je t'ai coupé donc Scream. Et à l'époque, je m'étais un peu intéressé à des trucs qui sonnaient où il y avait des vibes électro. Tu mixais pas encore? Tu mixais déjà? Oui, tu mixais. J'avais quelques vinyles comme ça, mais c'était Prodigy, les Chemical Brothers, et des trucs comme ça. Électronique. Voilà, en fait, c'était électronique. Et puis, tous ces groupes-là, ils avaient des sonorités rock dedans. Ouais. Donc, en fait, c'était hyper lié à moi. Et en fait, je me retrouve dans une soirée avec 3000 personnes. Et le fameux Coitus de Green Velvet qui arrive, joué par DJ Freddy, qui était un des résidents de Scream. Et là, je vois 3000 personnes partir totalement en live. Et j'ai dit, moi, quand je serai grand, je veux faire ça. Voilà. Je veux faire pareil. Je veux faire pareil. Et puis, c'est arrivé quelques années plus tard. Et qu'est-ce qui te donne la force de continuer après tant d'années, de mixer tous les week-ends, de partager la musique avec les gens? C'est quoi le leitmotiv un peu? Ça m'a porté. Je vais pas dire que c'est essentiel pour moi, mais je crois que je peux pouvoir dire que c'est essentiel. C'est cette adrénaline, c'est toujours la découverte de nouveaux gens, en fait, des nouvelles personnes les gens sont pas pareils à Munich, qu'à Amsterdam, qu'à Paris, qu'à Berlin. Le mois prochain, si tout se passe bien, je repars à Sydney. 10 ans après ma première date là-bas, c'est pareil, c'est encore autre chose. C'est assez marrant. Le seul moment où tous ces gens se sont réunis et que ils se sont mis à discuter tous entre eux et qu'il y avait une vibe commune, c'était pendant le Covid, quand on faisait des live streams. Et qu'en fait, les gens étant chez eux, je discutais en live sur Facebook. C'était longtemps. Et en effet, j'avais les gens de Sydney qui parlaient, qui échangeaient avec les gens de Berlin, qui échangeaient avec les gens de... Voilà, tout ce truc. Et je crois que c'est les rencontres, en fait, qui m'apportent tout le temps. J'ai mixé la première fois à Rotterdam, à Munich, le week-end dernier, pareil. Tu rencontres des nouvelles personnes. T'as toujours ce cœur que tu connais depuis quelques années parce que ça fait quelques années que tu mixes dans la ville, mais il y a toujours en fait un truc nouveau. Hein. Et puis il y a des nouveaux morceaux, et puis c'est cool de les jouer, et puis t'as les promos, et puis t'as toujours ce côté genre un enthousiasme qui te force un peu à... C'est ce que je disais, on en a déjà parlé 1000 fois, mais moi je prépare rien, j'aime pas préparer. J'ai des tracks. J'ai 100 nouveaux tracks par semaine. Et puis après, c'est la vibe, ça dépend. Et puis après, c'est vraiment la vibe parce que... puis en fait, t'es là aussi pour faire tester des choses aux gens, en fait. Ils te testent toi, en tant que DJ peut-être, pour certains pour la première fois. Et puis à toi de les surprendre en balançant des trucs que tu joues jamais ou que t'as jamais joué ou qui sont tout neufs, que t'as acheté le matin. Je pense que des fois, le public, quand il te connaît pas, il t'écoute un peu au début et s'ils accrochent un peu, ils te font confiance et après, tu peux les emmener un peu quasiment où tu veux si tu restes un peu dans ta... C'est pour ça que je prépare jamais rien parce qu'en fait, là, c'est une sorte de vibe, en fait. Parce que la vibe dans ta chambre ou devant ton bureau, à écouter tes morceaux, en fait, même si tu sais toujours le premier, deuxième, troisième morceau que tu vas jouer ou le dernier, et t'as toujours ce côté, genre, sentir les gens, quoi. Moi, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, il y a des morceaux, genre, je les écoute chez moi, je les trouve genre hyper bien.
Et une fois que je suis devant les platines et que je l'écoute au casque, je me dis, ah non, ça va pas du tout et tout. Et des fois, inversement, les tracks que j'ai pas trop aimé, je les trouvais peut-être un petit peu mou, machin. Des fois, dans la vibe, ça rentre bien et ça marche vachement bien. Vraiment, combien de fois tu sais, j'ai genre 1000 morceaux c'est bon, il est prêt à être joué, C'est quoi. ça. Et puis d'un coup, tu te rends compte Tu qu'en te dis, fait, ça va. tu joues celui d'à côté, puis celui d'à côté, puis celui d'à Exactement. côté, et puis en fait, tu reviens, et puis en fait, le morceau, il peut être bien aussi, genre 2 heures après, en fait. Et c'est ça C'est que c'était pas le bon moment, ou c'était pas. Moi, ça m'arrive trop souvent d'écouter le morceau au casque et je me dis, mais non, ça va pas du tout, c'est pas le truc. Enfin, bon surtout moment. par exemple quand on fait des B2B, vu que ça va encore plus vite, il y a des trucs, des fois, il faut aussi matcher le truc que tu viens de passer avant. Du coup, il faut réussir quand même à rester un peu dans le même mood. Donc, du coup, il faut trouver des tracks qui tiennent, enfin, qui se suivent un peu. Et c'est encore plus compliqué, en fait. Enfin, plus compliqué. C'est un challenge, mais c'est aussi un plaisir, quoi. Clairement. Du coup, une question qui a pas un peu rien à voir, mais qui parle un peu de. On parle souvent de la fatigue des DJ au niveau du touring, tout ça. Comment tu vis, toi, comment tu mixes un peu ta vie personnelle avec le sommeil, ta vie de couple, ta vie, on va dire, ta vie le jour. Comment ça se passe, en fait? Alors, moi, en 30 ans, je me suis toujours imposé de vivre le jour. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la bonne nuit se fait le jour. C'est aussi simple que ça. Les gens avec qui tu échanges et qui te répondent à 23h30, en fait, s'ils viennent de se réveiller, ça le fait pas. Parce qu'en fait, les gens qui vivent la nuit ne font pas une belle nuit, en fait. Parce que pour faire construire un truc joli, tu es obligé d'avoir les bons contacts au bon moment avec les gens. Et je trouve que la journée fait que moi, je me suis toujours levé le lundi malgré des dates, même si j'avais Ouais, peut-être dans le week-end. même si j'avais eu 3 dates dans le week-end, c'est pas grave. Le lundi, tu te réveilles et tu te remets à avoir une vie normale. Et après, oui, hein, avec Christophe, on a fait aussi le choix de s'imposer, genre maintenant une discipline sportive, de bien manger, etc. Donc, non, mais c'est super. En vrai, c'est super important parce que la nuit, ça peut être un truc absolument génial et ça peut être aussi compliqué. Et je pense que si t'as pas la bonne personne qui fait une balance avec ces deux vies, parce qu'il faut être clair, hein, quand tu reviens d'un week-end où tu as eu 2-3 dates, en fait, t'as cette adrénaline où t'es au taquet, quoi, en fait. Et moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. En fait, tu rentres et puis t'es tout seul dans ta chambre. Et là, C'est ma question d'après. Tu fais chier, quoi. et là, c'est compliqué. Non, mais là, ça peut être vraiment compliqué pour le coup. Et je comprends certains DJ qui font. Alors, je vais pas aller jusqu'au burn-out parce que je pense que. Non, c'est pas le burn-out. Je pense que c'est un peu comme une mini-dépression, parce qu'en gros, t'as tellement d'adrénaline. Et après, t'es tout seul dans le silence, on va dire. C'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre. Enfin, ça fait. Ouais, tu te prends de l'amour dans la gueule exactement. et tout d'un coup, t'es seul. Ouais. Et non, ça peut être compliqué. Et je comprends les gens qui en ce moment, surtout quand on parle de santé mentale, ils disent qu'en fait, c'est dur. Et souvent, quoi, sans rentrer dans les détails, moi, j'ai un ami avec qui je faisais des back-to-back partout dans le monde. Et on est allé à Sydney, on a fait Sydney, Berlin, Amsterdam, on a vraiment fait plein de villes cool ensemble. Et puis en fait, il n'a pas supporté de se retrouver seul chez lui. Donc voilà, il a fait le choix qu'il a fait. Ouais, en fait, c'est un peu la phase que des fois les gens ils voient pas, que quand ils voient que la fête et les bons moments, ils se rendent pas compte que des fois après quand les DJ ils rentrent chez eux, c'est pas vraiment la même. Mais souvent quand on parle, les gens ils disent non mais c'est bon, c'est la fête. Bah non en fait. C'est un Oui, travail. C'est la fête. En fait, ouais. on est des acteurs de la fête, mais ça reste un travail et c'est important. Entre autres, si ça peut être un message pour les plus jeunes DJ, les jeunes DJ, je vais y arriver, c'est voyez ça comme un truc qui est sympa à faire, etc. Mais c'est aussi un travail. Faites ça bien. Si vous le faites et que vous voulez évoluer là-dedans, faites-le bien. Et à côté de ça, ayez aussi une vie qui est votre vie, qui est un peu loin de la nuit, avec la personne avec qui vous partagez votre vie, avec vos amis. C'est hyper. Trouver le bon équilibre. Ouais, c'est hyper important de trouver un équilibre. Parce que la nuit seule. Du coup, ma question après, c'est j'aimerais bien que tu expliques un peu aux gens qu'est-ce que fait un organisateur ou DJ la semaine quand il n'y a pas de gig. Tu fais quoi? Parce que pareil, je pense que les gens ils se sont dit ah mais c'est la belle vie, tu fais rien la semaine, nanana, alors que pas du tout en fait. Il y a la soirée se construit pas toute seule déjà, hein. Non, il y a forcément prévoir les suivantes. Il y a
la création de flyers, il y a la promo. Alors moi, je fais partie de... J'ai été déçu quelques fois, donc je fais partie de ces gens qui continuent, même après 20 ans, à faire leur promo. Je vais poser mes affiches dans les magasins, je vais poser mes flyers dans les magasins. Et en fait, ça permet aussi d'échanger avec les gens. Donc, une fois de plus, moi, ce besoin d'échanger. Et puis, il y a tout le reste, en fait. Moi, en tant que... j'ai aussi mes gigs à côté, donc faut contacter les gens, faut prévoir tous les voyages, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. C'est pas... on a eu un peu une folie... c'est pas très gentil, mais ce qu'on a appelé beaucoup les DJ Covid, en fait, qui sont arrivés... et puis, parce qu'ils avaient fait quelques vidéos pendant le Covid, se sont établis en tant que DJ. Bon, aujourd'hui, il y a quelques-uns qui ne sont... qui ont déjà disparu, hein, mais parce qu'ils se rendent compte qu'en effet, c'est beaucoup, beaucoup de taf pour des fois un gig. Moi, je pense que beaucoup de gens sous-estiment un peu le travail du DJ en pensant qu'on vient que passer nos disques pendant 2 heures ou 3 heures. Alors qu'en fait, il faut les trouver, les morceaux. Non, mais déjà, il faut les trouver, mais en fait, il y a une préparation tellement limite quotidienne de recherche tout le temps, de trucs pour avancer, pour rester. Tous les jours. Pareil. Ouais. Même si c'est... même s'il n'y a pas de guide, même s'il n'y a pas de truc, Même si tu passes une demi-heure sur une porte et qu'une demi-heure, et c'est parce que c'est pas beaucoup au final, mais en fait, c'est tous les jours un petit peu, oui. Du coup, on va rebondir un peu là-dessus. On va parler un peu de la façon dont ça a changé de diguer, de chercher des tracks. Toi, c'est quoi ta façon maintenant de chercher des tracks? Par rapport à avant, quelle est la différence par rapport à avant? Par rapport à avant, c'est un grand écart. C'est-à-dire que, moi, j'ai commencé en vinyle. Donc, à l'époque, je prenais même mon petit flight case de 50 vinyles. Et puis, un mois, j'allais à Londres, un mois, j'allais à Gand, un mois, j'allais à Berlin, un mois, j'allais en fait, à Amsterdam. En fait, et puis, je partais avec un sac vide et puis je revenais avec un sac plein. Ou peut-être pas plein, mais j'achetais au moins 20 vinyles autre part parce qu'en fait, t'avais pas les trucs à dispo, en fait. Aujourd'hui, on parle de Beatport, de Bandcamp, etc. Mais tout est dispo. Hein. Tout est dispo, c'est-à-dire que... Il y a même beaucoup trop, en fait. Quand tu vois, je crois que le jour, j'ai encore lu que maintenant, une petite journée sur Beatport, c'est 2000 tracks qui sortent. C'est beaucoup, pas tout écouté, quoi. Voilà, c'est... Et du coup, tu répondrais quoi aux gens qui te disent que la techno, c'était mieux avant? Je suis absolument pas d'accord. En fait, moi, je trouve que... Alors, on a beaucoup reproché à des gros festivals de commercialiser ça. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, c'est bien... Je trouve que ça a ouvert... la techno s'est un peu ouvert au monde grâce à tous ces... prenons l'exemple de Tomorrowland, qui est quand même à la base, c'était EDM, etc. Et donc que les gros de l'époque. Et puis un jour, ils ont ouvert une scène à l'intérieur où c'était techno. Alors oui, c'est jamais du Berghain style, quoi. Mais moi, je pense en vrai, c'est intéressant. Je pense c'est un peu comme une porte pour des gens qui veulent des fois découvrir. Mais bien sûr, ça ouvre une porte à d'autres choses et il faut bien commencer quelque part. Il y a quand même plein de gens qui disent ouais, la techno c'est horrible. Et puis en fait, ils sont à Tomorrowland et ils écoutent Anna ou Adam Beyer. Et en fait, c'est une découverte. Voilà, c'est ça les pousse à faire autre chose. Et en vrai, quand tu commences, faut toujours rentrer quelque part en fait. C'est ça. Quand tu rentres dans une musique, en fait, tu découvres un peu toujours ce qui est peak time, on va appeler ça, ou mainstream. Et puis en fait, après, tu découvres le reste, quoi. Et en fait, beaucoup de gens vont, comme je pense il y a quelques années, ont commencé par Tomorrowland, et aujourd'hui ils vont à Awakening et ils se retrouvent sur des petites scènes à écouter plein d'artistes, mais qui évoluent dans les mêmes sphères que nous, mais en qui fait. sont moins connus. Et qui sont moins connus, en fait, ils viennent découvrir. Et là, pour moi, ça devient un truc super intéressant parce que grâce à cette petite entrée il y a quelques années, en fait, tu découvres des artistes qui sont super underground et qui demandent qu'à mixer, justement, et où c'est bien de les mettre en avant. Ok, merci Ben pour cette interview. C'était génial de discuter un petit peu avec toi, de un peu faire un bilan et préparer l'avenir pour LDMT et pour ta carrière de DJ. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez aimé cet épisode de Teach Me How to Rave, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit commentaire ou un petit pouce. Et voilà, donc on se revoit bientôt. Moi, c'est Mr. Kozo. À bientôt. Ciao.